estime que les actes criminels que le procureur a ajoutés après qu'a été rendue la décision relative à la confirmation des charges dans le cadre de la communication de ces pièces et en les incluant dans des documents auxiliaires, ne sauraient être considérés comme faisant partie des faits et des circonstances décrits dans les charges au sens de l'article 74 petit 2 du statut. La raison en est, comme je l'ai déjà dit plus tôt, le procureur n'avait formulé les charges de façon suffisamment détaillée aux fins de cette disposition que pour les actes criminels. C'est pourquoi l'ajout d'un quelconque acte criminel supplémentaire constitutif de meurtre, de viol ou de pillage aurait nécessité une modification des charges, conformément à l'article 61.9 du statut. Or, cela n'a pas été fait en l'espèce. La majorité des membres de la Chambre d'appel estime que les actes criminels qui ont été ajoutés après qu'a été rendue la décision relative à la confirmation des charges et qui n'étaient pas énumérés dans le document modifié de notification des charges ne faisaient pas partie des faits et des circonstances décrits dans les charges et que M. Bemba ne pouvait donc pas en être déclaré coupable. Il en va de même pour les actes criminels avancés par les victimes. La Chambre d'appel décide par conséquence de faire droit à ce moyen d'appel et conclut, à la majorité de ses membres, les juges Monahem et Hofmannsky étant en désaccord, que la Chambre de première instance a eu tort de déclarer Jean-Pierre Bemba coupable de ces actes, qui n'entraient pas dans le cadre des faits et des circonstances décrits dans les charges, au sens de l'article 74.2 du statut. Cela signifie que le nombre d'actes criminels dont M. Jean-Pierre Bemba a été déclaré coupable se ramène à un meurtre, au viol de 20 personnes et à 5 actes de pillage. Maintenant, je passe au troisième moyen d'appel. Dans le cadre du troisième moyen d'appel, M. Bemba avance que la Chambre de première instance a eu tort de conclure qu'il n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ou réprimer les crimes commis par les troupes du MLC ou pour en référer aux autorités compétentes. Jean-Pierre Bemba a présenté 5 arguments sur ce point, en avançant, premièrement, que la Chambre de première instance n'a pas appliqué la norme de droit qui convenait. Deuxièmement, qu'elle n'a pas bien apprécié les limites de la juridiction et de la compétence du MLC pour enquêter. 3. Qu'elle n'a pas tenu compte du fait que M. Bemba avait demandé au Premier ministre de la République centrafricaine d'enquêter sur ces allégations. 4. Qu'elle a commis une erreur en tenant compte de certaines considérations dénuées de pertinence. Et 5. Que les conclusions qu'elle a tirées concernant les mesures prises étaient déraisonnables, ne reflétaient pas correctement les éléments de preuve et ne tenaient pas compte de certains éléments pertinents. La majorité des membres de la Chambre d'appel, les juges Monahem et Hofmannsky étant en désaccord, a relevé d'importantes erreurs dans l'examen qu'a fait la Chambre de première instance de la question de savoir si M. Jean-Pierre Bemba avait pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher, réprimer ou punir la commission de crimes par ses subordonnés. Premièrement, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a versé dans l'erreur en ne tenant pas correctement compte des restrictions auxquelles Jean-Pierre Bemba devait faire face en tant que chef militaire éloigné de troupes envoyées à l'étranger pour enquêter sur des crimes et en poursuivre les auteurs. Si la Chambre de première instance a quelque peu tenu compte de ces difficultés, elle a cependant ignoré d'importants témoignages indiquant que le pouvoir de Jean-Pierre Bemba d'enquêter sur des crimes commis en République centrafricaine était limité et qu'il faisait face à des difficultés logistiques dans la conduite de l'enquête ou d'enquête. Elle a aussi négligé le fait que tout au long de l'opération de 2002-2003 en République centrafricaine,
le MLC s'appuyait sur la coopération des autorités centrafricaines. Deuxièmement, la Chambre d'appel conclut que la Chambre de première instance a eu tort de ne pas prendre en considération l'argument de Jean-Pierre Bemba selon lequel il avait adressé une lettre aux autorités centrafricaines. Même si elle n'a pas pris cet argument en considération, elle a tout de même conclu que Jean-Pierre Bemba n'avait pas référé les allégations de crime aux autorités centrafricaines pour qu'elles enquêtent. En concluant que Jean-Pierre Bemba n'avait pas pris des mesures nécessaires et raisonnables, la Chambre de première instance s'est en partie fondée sur la conclusion selon laquelle il n'avait fait aucun effort pour en référer aux autorités centrafricaines. La Chambre de première instance a eu tort de tirer cette conclusion sans prendre expressément en considération l'argument selon lequel il en avait bel et bien référé aux autorités. Troisièmement, la Chambre de première instance a versé dans l'erreur en déterminant que les motivations qu'elle attribuait à Jean-Pierre Bemba excluaient que celui-ci prenne de bonne foi les mesures nécessaires et raisonnables. Le souci de préserver la réputation des troupes ne rend toutefois pas intrinsèquement moins raisonnables ou nécessaires les mesures de prévention ou de répression des crimes. Quatrièmement, la Chambre de première instance a eu tort de retenir à l'encontre de Jean-Pierre Bemba le fait que les mesures qu'il a ordonnées ont été mal exécutées ou n'ont produit que des résultats limités. Elle n'a pas considéré que les mesures prises par un commandant ne peuvent pas nécessairement lui être reprochées parce que leur exécution laissait à désirer. En l'espèce, la Chambre de première instance semble avoir attribué à Jean-Pierre Bemba les résultats prétendument limités des enquêtes indépendantes au seul motif que ces enquêtes avaient été lancées à son initiative. Cinquièmement, la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que Jean-Pierre Bemba n'avait pas habilité d'autres responsables du MLC de façon à ce qu'ils puissent enquêter suffisamment et pleinement sur des crimes et en poursuivre les auteurs. Elle est arrivée à cette conclusion en apparente contradiction avec une autre conclusion tirée précédemment, selon laquelle d'autres commandants du MLC détenaient une certaine autorité disciplinaire sur le terrain. Qui plus est, la Chambre de première instance n'a pas expliqué ce que M. Jean-Pierre Bemba aurait dû faire de plus pour habiliter d'autres responsables du MLC de façon à ce qu'ils puissent enquêter suffisamment et pleinement sur les allégations de crimes et en poursuivre les auteurs, ni en quoi il avait failli à cet égard. Sixièmement, la Chambre de première instance a eu tort de fonder son appréciation des mesures nécessaires et raisonnables sur la totalité des crimes qui auraient été commis par le MLC, alors que seul un nombre limité de ces crimes ont été prouvés au-delà de tout doute raisonnable. Conclure que les mesures prises par un commandant étaient insuffisantes pour empêcher ou réprimer une vague de criminalité prolongée ne signifie pas que ces mesures étaient également insuffisantes pour empêcher ou réprimer le nombre limité de crimes spécifiques pour lesquels le commandant est en fin de compte déclaré coupable. Septièmement, la Chambre de première instance a eu tort de considérer le redéploiement des troupes du MLC comme une mesure que Jean-Pierre Bemba pouvait prendre. La Chambre d'appel considère qu'il est fondamental qu'un accusé soit informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature de la cause et de la teneur des charges. Cependant, aucun document visant à notifier à M. Bemba les charges retenues contre lui ne mentionnait spécifiquement le redéploiement des troupes pour limiter les contacts avec la population civile comme une mesure nécessaire et raisonnable qu'il aurait dû prendre. Le déploiement des troupes n'était mentionné dans le document modifié de notification des charges que dans le contexte de l'établissement du contrôle effectif de Jean-Pierre Bemba sur les forces du MLC. Ce défaut de notification en bonne et due forme a porté préjudice à Jean-Pierre Bemba. La Chambre d'appel conclut que ces erreurs ont sérieusement entaché la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle Jean-Pierre Bemba n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables.
appeals chamber thus finds Par conséquent, la Chambre d'appel conclut à la majorité de ses membres, les juges Monaghan et Hoffmanski étant en désaccord, que la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle Jean-Pierre Bemba n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables en réponse aux crimes commis par le MLC en RCA, est sérieusement entachée d'erreurs, et que Jean-Pierre Bemba ne peut être considéré comme pénalement responsable sur la base de l'article 28 pour les crimes commis par les troupes du MLC pendant l'opération en RCA. I now come to the appropriate. J'aborde maintenant la mesure appropriée. Dans ces circonstances, la Chambre d'appel, à la majorité de ses juges, annule la déclaration de culpabilité de Jean-Pierre Bemba. Elle met fin à la procédure pour ce qui est des actes criminels dont la Chambre de première instance a déclaré l'accusé coupable alors même qu'il débordait du cadre des faits et circonstances de l'affaire. Pour le reste des actes criminels, la Chambre d'appel prononce l'acquittement de l'accusé, car les erreurs relevées au chapitre des mesures nécessaires et raisonnables font entièrement disparaître sa responsabilité pénale. May I ask the registry to Puis-je demander au greffe de rétablir le calme dans le prétoire, s'il vous plaît, dans la galerie du public, plus précisément. May I ask the registry Je demande à la greffière de demander à ce que l'on rétablisse le calme dans la galerie du public, sinon nous allons ajourner l'audience. Je n'ai pas terminé la lecture du résumé. Je vous demanderai de vous asseoir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. I shall now proceed to À présent, je vais donner lecture du résumé de l'opinion dissidente des juges Monaghan et Hoffmanski. Je me limiterai aux trois principaux points de désaccord, à savoir, premièrement, le critère d'examen en appel, deuxièmement, la question de savoir si Jean-Pierre Bemba a manqué de prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher, réprimer ou punir les crimes, et troisièmement, la question de savoir si la déclaration de culpabilité est allée au-delà du cadre des charges. Les juges dissidents examinent les autres moyens d'appel dans leur opinion dissidente, qui est le document qui fait foi. Après examen de tous les arguments formulés, ils auraient confirmé le jugement attaqué. Je vais d'abord parler du critère d'examen. Au sujet du critère d'examen en appel, les juges dissidents ne partagent pas l'avis de la majorité, selon lequel la Chambre d'appel doit annuler les conclusions de fait de la Chambre de première instance si celles-ci peuvent raisonnablement être mises en doute. Les juges dissidents y voient un écart important et inexplicable par rapport aux critères conventionnels d'examen des erreurs de fait appliqués à ce jour par la Chambre d'appel de cette Cour, ainsi que par toutes les autres juridictions internationales et internationalisées. Les juges dissidents estiment qu'il ne suffit pas d'avoir de sérieux doutes sur une conclusion de fait tirée par la Chambre de première instance. En cas de doute, il est nécessaire, selon les juges dissidents, que la Chambre d'appel examine les éléments de preuve étayant la constatation en question afin de statuer elle-même sur la question ou qu'elle renvoie la dite question devant une Chambre de première instance à cette fin. Par conséquent, pour examiner les moyens d'appel soulevés par Jean-Pierre Bemba, les juges dissidents ont appliqué le critère conventionnel d'examen en appel qui accorde un certain crédit aux constatations de la Chambre de première instance. J'aborde maintenant le troisième moyen d'appel
mesures nécessaires et raisonnables. Les juges dissidents estiment que l'application de ce critère d'examen modifié a conduit en pratique la majorité des juges de la Chambre d'appel à tirer une conclusion erronée sur le manquement de Jean-Pierre Bemba à prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables afin d'empêcher, de réprimer ou de punir les crimes commis par les troupes du MLC. De l'avis des juges dissidents, 3 éléments essentiels du raisonnement de la Chambre de première instance étaient la conclusion selon laquelle Jean-Pierre Bemba n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour empêcher ou réprimer l'exécution de crimes ou pour en référer aux autorités compétentes. Premièrement, la Chambre de première instance a reconnu que Jean-Pierre Bemba a pris quelques mesures au cours de l'opération de 2002-2003 en RCA. Mais elle a conclu que toutes ces mesures étaient limitées quant à leur mandat, leur exécution et ou leurs résultats. Deuxièmement, la Chambre de première instance a conclu que les troupes du MLC ont continué de commettre des crimes tout au long de l'opération de 2002-2003 en RCA, et que des informations concordantes concernant ces crimes ont été portées à l'attention de M. Jean-Pierre Bemba. Troisièmement, la Chambre de première instance a évalué les mesures limitées et déficientes prises par Jean-Pierre Bemba au vu du fait qu'il était matériellement en son pouvoir d'empêcher de réprimer l'exécution des crimes. Par Jean-Pierre Bemba en appel. Et il ne relève ni erreur dans les constatations de la Chambre de première instance, ni caractère déraisonnable dans les conclusions générales. Les juges dissidents auraient donc rejeté les arguments de Jean-Pierre Bemba et confirmé les constatations et conclusions de la Chambre de première instance. La majorité des juges parvient à une autre conclusion en se basant sur une analyse que les juges dissidents ne sont pas en mesure d'accepter et jugent profondément erronée pour les raisons que je vais maintenant exposer. Pour ce qui est des mesures effectivement prises par Jean-Pierre Bemba, la majorité relève 3 erreurs dans l'analyse de la Chambre de première instance. Premièrement, elle conclut que la Chambre de première instance n'a pas accordé suffisamment d'importance au fait que les troupes du MLC opéraient dans un pays étranger, avec ce que cela suppose comme difficulté pour la capacité de Jean-Pierre Bemba de prendre des mesures. De l'avis des juges dissidents, la conclusion de la majorité selon laquelle Jean-Pierre Bemba était limité dans sa capacité de prendre des mesures en République centrafricaine repose sur une acceptation sans examen critique des arguments de Jean-Pierre Bemba et une évaluation erronée d'une fraction du dossier des preuves dont la Chambre de première instance a tenu compte. Les juges dissidents trouvent cette manière de procéder intenable, surtout si l'on tient compte du fait que Jean-Pierre Bemba n'a pas évoqué de tentative effective d'enquêter qui se serait révélée impossible. Les juges dissidents auraient conclu que la Chambre de première instance a dûment pris en compte la capacité de Jean-Pierre Bemba de prendre des mesures sur la base des éléments de preuve versés au dossier. La deuxième erreur relevée par la majorité est que la Chambre de première instance semble avoir considéré les motivations de Jean-Pierre Bemba comme déterminant le caractère adéquat ou non des mesures qu'il a prises. Les juges dissidents considèrent que l'avis de la majorité sur le raisonnement de la Chambre de première instance ne reflète pas fidèlement la démarche de la Chambre de première instance et n'est étayé par aucune lecture attentive du jugement. Les juges dissidents considèrent comme inapproprié l'emploi par la majorité de termes d'ordre spéculatif pour imputer à la Chambre de première instance un raisonnement qui ne ressort pas du texte de la décision. Les juges dissidents n'auraient pas décelé d'erreur dans l'examen par la Chambre de première instance des motivations de Jean-Pierre Bemba.
La troisième erreur relevée par la majorité est que la Chambre de première instance n'a pas établi que Jean-Pierre Bemba a délibérément limité le mandat des commissions et des enquêtes mises en place. Les juges dissidents estiment que la position de la majorité reflète une interprétation erronée de la nature de la responsabilité pénale visée à l'article 28 du statut. D'après leur conception de ce mot de responsabilité, la question n'est pas de savoir si Jean-Pierre Bemba était responsable de quelques déficiences ou limitations constatées dans les mesures qu'il a prises. La question est plutôt de savoir si l'on peut également, à la lumière des mesures que Jean-Pierre Bemba a effectivement prises, dire qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher, réprimer ou punir la commission du crime. Les juges dissidents auraient conclu que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur dans son examen de cette question. Pour ce qui est de la poursuite des crimes en dépit des mesures prises, les juges dissidents relèvent que la majorité a exprimé des doutes quant aux conclusions de la Chambre de première instance concernant l'ampleur et la durée des crimes. De façon similaire, bien qu'elle exprime certaines préoccupations concernant les conclusions de la Chambre de première instance relatives au contrôle effectif détenu par Jean-Pierre Bemba et à sa connaissance des crimes, la majorité ne résout aucune des questions qu'elle a soulevées. Selon les juges dissidents, cela a pour conséquence regrettable que la Bemba pris tout le nécessaire et raisonnable demeure non résolue aux fins du présent appel. Les juges dissidents estiment que la majorité aurait dû remédier à toute préoccupation concernant les conclusions de la Chambre de première instance en se fondant sur son propre examen des éléments de preuve versés au dossier de l'affaire. En l'absence d'un tel examen et d'une décision effective sur ces questions, les juges dissidents ne voient pas bien comment la majorité a pu procéder à l'annulation des conclusions de la Chambre de première instance et prononcer un acquittement. Pour leur part, les juges dissidents ont mené un examen complet des constatations factuelles et des éléments de preuve sur lesquels la Chambre de première instance s'est appuyée et sont convaincus que celle-ci n'a pas eu tort de conclure que de nombreux crimes ont continué d'être commis tout au long de l'opération de 2002-2003 en RCA, que Jean-Pierre Bemba avait connaissance de ces crimes et qu'il détenait un contrôle effectif sur ces troupes. Les juges dissidents considèrent que l'analyse déficiente faite par la majorité en l'espèce résulte de l'application dans la pratique du critère modifié qu'elle a retenu pour l'examen de cet appel. Cela a conduit la majorité à infirmer les constatations faites par la Chambre de première instance sans même se pencher utilement sur ces constatations ni montrer un quelconque intérêt pour les éléments de preuve sur lesquels elles reposent. Les juges dissidents estiment qu'au vu de l'examen limité des éléments de preuve auxquels elle s'est livrée, il n'est guère surprenant que la majorité ait eu des doutes sur les constatations et la conclusion générale tirées par la Chambre de première instance. Les juges dissidents réaffirment que des doutes ne constituent pas une base suffisante pour renverser des conclusions de fait dégagées par la Chambre de première instance, surtout en l'absence d'examen de tous les éléments de preuve pertinents. Ce qu'il faut faire, c'est déterminer si un juge, du fait raisonnable, aurait pu aboutir à la conclusion considérée sur la base des éléments de preuve dont disposait la Chambre de première instance. Pour les juges dissidents, la question clé, en première instance comme on appelle, est celle de savoir si les mesures prises par Jean-Pierre Bemba correspondaient à toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir. L'analyse en l'espèce comportait deux volets. Il fallait vérifier si Jean-Pierre Bemba avait manqué de prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour, premièrement, empêcher ou réprimer la commission des crimes et, deuxièmement, en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite. Les juges dissidents considèrent que pour répondre correctement à ces questions, il fallait tenir compte de l'ampleur et de la durée des crimes commis, de la connaissance qu'en avait Jean-Pierre Bemba et de toutes les mesures qu'il pouvait prendre dans les circonstances considérées, eu égard à l'étendue du contrôle qu'il détenait sur les troupes. Les juges dissidents déplorent que la majorité ait limité son analyse aux mesures que Jean-Pierre Bemba a prises et ils considèrent que l'examen restreint de cet aspect isolé de l'affaire l'a conduite à une conclusion erronée. Pour toutes ces raisons, les juges dissidents auraient confirmé la conclusion de la Chambre de première instance, selon laquelle Jean-Pierre Bemba a manqué de prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables. Je me penche maintenant sur le deuxième moyen d'appel, c'est des charges.
Les juges dissidents regrettent de ne pouvoir se rallier à la conclusion de la majorité selon laquelle certains des actes criminels jugés établis, au-delà de tout doute raisonnable par la Chambre de première instance, débordaient du cadre des charges. De l'avis des juges dissidents, les charges portées par le procureur contre Jean-Pierre Bemba se définissaient par des paramètres géographiques et temporels et d'autres paramètres de fond. La Chambre préliminaire a confirmé les charges en l'état. La Chambre de première instance pouvait donc examiner tout acte criminel satisfaisant à ces paramètres, sous réserve que l'accusé en ait été dûment informé. Cette conclusion des juges dissidents repose sur les considérations suivantes. Les juges dissidents considèrent que le statut confère au procureur le pouvoir de formuler les charges et de fixer les paramètres factuels de l'affaire. Selon eux, l'article 74.2 du statut garantit que la Chambre de première instance n'aille pas au-delà du cadre factuel de l'affaire tel que présenté par le procureur. Cette disposition a pour objet de délimiter la compétence de la Chambre de première instance. Les juges dissidents considèrent que le procureur peut retenir des paramètres larges pour les charges en fonction des circonstances de l'affaire qu'il entend porter devant les juges. Par exemple, en cas de crime de masse que l'accusé n'a pas directement commis, le procureur peut décider de décrire les crimes allégués de manière large, et ce afin de limiter la compétence de la Chambre de première instance aux fins de l'article 74.2 du statut. S'agissant du rôle de la Chambre préliminaire, les juges dissidents considèrent qu'il est de déterminer s'il y a une affaire à juger et non de se lancer dans un long processus d'établissement des faits sur la base d'une norme d'administration de la preuve moins rigoureuse. Lorsque des actes criminels spécifiques sont allégués pour étayer une charge décrite plus largement, ils servent principalement de vecteurs permettant de prouver une charge plus large, et la Chambre préliminaire ne doit les examiner que dans la mesure où ils peuvent lui être utiles pour déterminer si l'intéressé a commis les crimes qui lui sont reprochés. La Chambre préliminaire n'a pas vocation à confirmer ni cristalliser toutes les allégations de faits aux fins du procès. Par conséquent, de l'avis des juges dissidents, si le procureur formule les charges de façon large, cela signifie que d'autres actes criminels particuliers peuvent être allégués aux fins du procès, à condition, bien entendu, qu'ils s'inscrivent dans le cadre des crimes confirmés et que soient respectés les droits de l'accusé à être informé de ce qui lui est reproché et à bénéficier du temps nécessaire pour préparer sa défense. Les juges dissidents sont d'avis que les charges ont été formulées en l'espèce de façon large au moyen de paramètres temporels et géographiques et d'autres paramètres factuels. Les charges commises pas aux actes criminels particuliers spécifiquement mentionnés dans le document de notification des charges et dans la décision relative à la confirmation des charges. Les juges dissidents considèrent qu'en l'espèce, la description des faits et circonstances figurant dans les charges est suffisante aux fins de l'article 74.2 du statut. En raison de ce qui précède, les juges dissidents auraient conclu que la déclaration de culpabilité de Jean-Pierre Bemba n'est pas allée au-delà du cadre des faits et circonstances décrits dans les charges portées contre lui. Ils auraient par conséquent conclu que Jean-Pierre Bemba n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur de droit et aurait par conséquent rejeté le deuxième moyen d'appel. Il n'aurait donc pas mis un terme à la procédure s'agissant des actes criminels dont la majorité a jugé qu'ils débordaient du cadre des faits et circonstances décrits dans les charges. J'aborde maintenant la question des appels interjetés contre la peine. Compte tenu de l'issue que le présent arrêt donne à l'appel interjeté par Jean-Pierre Bemba, la Chambre d'appel considère à l'unanimité que les appels formés par Jean-Pierre Bemba et le procureur contre la décision relative à la peine sont sans objet. Elle les rejette donc à ce titre. Ainsi s'achève le résumé de l'arrêt rendu en l'espèce.
la chambre d'appel relève qu'en cas d'acquittement, la personne concernée est censée être immédiatement remise en liberté. Toutefois, Jean-Pierre Bemba a été déclaré coupable par cette cour dans une autre affaire concernant des atteintes à l'administration de la justice. Et la peine associée à cette déclaration de culpabilité est actuellement en cours d'examen devant la Chambre de première instance 7. Ainsi, bien que la Chambre d'appel juge qu'il n'y a pas lieu de maintenir Jean-Pierre Bemba en détention sur la base de la présente affaire, il revient à la Chambre de première instance 7 de déterminer d'urgence si le maintien de Jean-Pierre Bemba en détention demeure justifié dans le cadre de l'affaire dont elle est actuellement saisie. Par conséquent, Jean-Pierre Bemba ne sera pas remis en liberté immédiatement. Il ne me reste plus qu'à remercier les interprètes, les sténotypistes, le personnel de soutien technique, les agents de sécurité, les juristes auprès des chambres, ainsi que tous les collaborateurs, les participants à la procédure. L'audience est levée. All rise. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.